Jacques Séguéla, le maître de la publicité. Ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo, elles me croient publicitaire. C'est le titre de votre nouveau bouquin. Écoutez, Jacques Séguéla, c'était il y a 55 ans. Vous sortiez votre livre qui avait fait tellement sensation. Ne dites pas à ma mère que je travaille dans la pub, elle me croit pianiste dans un bordel. 55 ans après, vous récidivez. Je récidive, ben oui. D'abord parce que la boucle est bouclée et que j'ai fait un long chemin pour m'apercevoir que il était temps d'aimer la terre. Oui. Que c'est notre mère nourricière, que sans elle, nous n'existerions pas. Et qu'est-ce qu'on l'a esquinté en 55 ans, la Terre? Je le sais d'autant plus que quand je suis parti pour mon voyage autour du monde, qui a changé ma vie en 2 chevaux. Vous étiez gamin, vous êtes parti en 2 chevaux, vous avez fait le tour du monde. Pendant 2 ans, le tour du monde. C'était le premier tour du monde d'une voiture, donc à l'époque, c'était une sorte de petit événement. Mais il était tellement beau, le monde, à ce moment-là. Il était tellement sain. On a traversé tout ça sans armes, sans téléphone, sans ordinateur pour nous guider, avec une boussole. On a traversé 8 déserts avec une boussole. Et aujourd'hui, ce monde que je vois d'avion, il est tellement dégradé. Quand je dis je vois d'avion, moi je suis un fils de TV Monde. Elle me manque, cette télé. Parce que moi, toute ma vie, après avoir fait le tour du monde en 2 chevaux, j'ai fait le tour du monde en jet pour aller créer nos agences. On est dans 500 agences dans 100 pays du monde. Donc j'en ai fait des mailles et des mailles. Et mon bonheur, c'était de retrouver votre télé. La télévision, les images. Parce que c'était plus que la télé, c'était le pays qui venait vous prendre dans ses bras le matin en vous disant bonjour et en vous disant bonsoir le soir. Elle me manque. Vous avez conduit 1500 campagnes électorales pendant votre vie. Non, 1500 campagnes, dont 20 campagnes électorales. Oui. 1500 campagnes, ça serait beaucoup, oui. Mais 1500 campagnes de près ou de loin. Et 20 campagnes présidentielles, dont 19 ont été victorieuses. Et j'ai raté la dernière, celle qui, pour moi, était la plus importante, celle de Jospin, qui aurait changé le monde s'il avait été élu. Et je me suis rendu compte que quand on perdait une campagne, on fâchait 50% des Français, donc j'ai arrêté. Oui. J'ai dit, on n'a plus le droit de faire ça. Alors 1500 campagnes, donc je rectifie, pour vendre des lessives, pour vendre quoi? Pour vendre tout ce qu'on voulait vendre. Mais pour créer des marques, à fond la forme, de Décathlon, un café nommé Désir pour Carte Noire, l'âme du voyage pour Vuitton, des slogans qui sont encore là. C'est 40 ans, 50 ans après. On est fou d'Afflelou. Et combien d'autres? Tout ça, vous avez inventé. Alors, le bonheur, c'est de créer la marque. Parce que Afflelou n'existait pas avant On est fou d'Afflelou. Et Décathlon n'existait pas avant La fin de la forme. Donc moi, j'ai eu la chance, à cause de ma longévité, de voir des marques qui m'ont demandé trouvez-moi un nom de marque, trouvez-moi un slogan, et qui, 50 ans après, sont dans le monde entier. Oui, vous auriez aimé du bon, du beau, du bonnet. Ah, ben c'est le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est du beau, du bon, du bonnet. Et je me souviens que dans le métro, il y avait du beau à une station, du bon à l'autre station, du bonnet à la 3e station. La mère Denis, c'est pas vous, ça vous a échappé. C'est bien vrai, c'est pas moi, mais qu'est-ce que j'aurais aimé le faire, parce que celui-là, il est bon. Et on a toujours besoin de petits pois chez soi. Ça nous ramène en enfance. Absolument. La pub, ça marque son temps, quoi. C'est quand même un truc... La pub, c'est l'âme des peuples. La pub, c'est le miroir des peuples. Et la pub, c'est pour ça que parfois elle mérite, quand elle n'est pas assez créative, elle mérite les critiques. Mais d'une manière générale, on ne peut pas s'en passer parce que c'est un instantané de l'état moral, social, sociétal du monde. Oui, alors, la campagne électorale que vous avez conduite et gagnée, évidemment, la force tranquille. Ça, c'est le slogan de votre vie, Mitterrand, 1981. Oui, enfin, parce que tout le monde a dit, et les journalistes les premiers, que j'avais fait élire Mitterrand. C'est faux. C'est lui qui m'a fait élire petit roi de la publicité. Je lui dois tout. Je dois tout à la 2 chevaux et à Mitterrand. Ma vie se résume entre une 2 chevaux et Mitterrand. D'ailleurs, je me souviens que quand il m'a dit, c'est que là, je voudrais que vous fassiez ma campagne, j'ai dit, mais moi, je dois demander à mon premier client, c'est-à-dire au Peugeot, qui avait la marque Citroën, si j'ai le droit de faire ça. Bon. Parce qu'il ne partageait pas les idées mitterrandiennes. Et donc, je vais les voir et ils me disent, écoutez, c'est d'accord, mais il roule en Renault, vous ne faites la campagne que si vous le faites rouler en Citroën. Et donc, il me dit, mais je suis d'accord, on lui prépare une Citroën spéciale. Et moi, j'avais tout prévu avec Paris Match pour que le jour de l'élection, la première photo de Mitterrand élu, à Château-Chinon, il entre dans la DS du moment. C'était une CX d'ailleurs. Bon. Il entre dans la voiture
il se met à pleuvoir, panne d'essuie-glace. Il est obligé d'arrêter. Quelle était la voiture qui était derrière? Une Renault, il est rentré à Paris en Renault. Il est mort il y a 25 ans. Vous avez l'impression qu'il, quelque part, mais moi, Mitterrand, qu'est-ce qu'il reste de... Vous l'avez tellement connu, Jacques Séguéla. Je me réveille tous les matins avec lui. Bonjour tonton. Je me couche tous les soirs avec lui. Il est là à côté de moi, comme mon père, comme ma mère. Mais c'est quand même le personnage qui a le plus marqué ma vie. Sans cette campagne, je ne serais pas là aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il l'a fait contre ses troupes. Parce que je me souviens que 15 jours avant que la campagne soit affichée, il me dit, mais Séguéla, j'ai oublié de montrer la campagne du Parti Socialiste, c'est eux qui payent. Demain matin, je vous organise un rendez-vous à Solferino. Solferino avait 3 jours. Et c'était 20. Il y avait Attali, il y avait Lang, il y avait tous les mammouths aujourd'hui du socialisme étaient là. Lui va faire une interview, il me laisse seul avec eux, je raconte la campagne. Qui était le directeur de la campagne, il dit, on va voter. On vote 20 voix contre. Mais l'affiche a été imprimée. Je dis, mais ils sont fous. Mais je ne peux pas faire une affiche en 2 jours et puis on ne va pas imprimer une affiche. Revient François Mitterrand qui dit, alors c'est là. Monsieur le Président, on a voté 20 voix contre. Je dis, mais nous sommes en démocratie. Moi, j'ai mon tour de voter. Donc il s'assoit à sa base. Je dis, écoutez, moi, je vote pour lui. Et on va la faire parce que c'est ma campagne et pas la vôtre. Ça va aller mieux. Je me suis fâché avec les 20 socialistes qui sont devenus ministres 3 mois après. J'ai mis 5 ans à les récupérer. On voit Génération Mitterrand derrière vous, là. C'était notre affiche, deuxième campagne, victorieuse. Ça, c'est votre idée aussi, ça, Génération Mitterrand. Ce qui est formidable dans cette affiche, c'est que Mitterrand m'appelle au mois de juillet et me dit, Séguéla, je ne suis pas sûr de me présenter, mais je voudrais que vous fassiez la campagne de Rocard. Donc faites une affiche pour Rocard, mais on ne sait jamais, il faut qu'elle puisse me servir. Je dis, Monsieur le Président, je ne peux pas faire une campagne pour un yaourt et pour une 2 chevaux. Je dis, qu'est-ce que je fais là? Rocard, c'était le yaourt alors. Oui, hein. Donc, là, vous avez des idées, etc. Et c'est ce qui m'amène à me dire, mais finalement, il faut que j'ai un mot qui soit Génération Mitterrand, qui marche aux deux, mais après, quelle image? Parce que je ne peux pas mettre la photo de Mitterrand si c'est Rocard. D'où l'idée de remplacer cette image par une main et la main de ma fille, qui avait 1 an à cette époque-là. Hein, c'était l'image de Léonard de Vinci, etc., des 2 générations qui se rencontraient. Et je disais aux journalistes, c'est la main de Mitterrand, mais c'est peut-être la main de Rocard. Et ça faisait des histoires dans tous les sens, etc. En fait, c'était la mienne. C'était celle-là. Pas celle-là. Aujourd'hui, vous êtes tombé en vélo. Vous avez des pansements. Je me suis fait engueuler par tout le monde parce qu'à 87 ans, on ne fait pas de vélo. Moi, je suis vélo, boulot, dodo. Voilà. Et puis, je dis, la vieille, c'est un naufrage. Donc, il faut continuer à apprendre à nager. Il faut continuer à apprendre à faire du vélo. Alors, attendez, petite parenthèse. Est-ce que Macron vous a demandé l'autorisation d'utiliser le slogan « La France unie », qui est votre slogan pour la réélection, la deuxième de Mitterrand? Je suis ravi. Parce qu'il le dit tout le temps, ça. Il le dit tout le temps, et je suis ravi qu'il le dise. D'abord parce qu'il y a quelque chose de macronien quand même en lui, et c'est peut-être la meilleure des choses. Quelque chose de mitterrandien même, plutôt que macronien. Parce que Mitterrand... Oui, quelque chose de mitterrandien. Voilà. Vous avez quelque chose de mitterrandien. Il y a quelque chose de mitterrandien en lui, vous avez raison. Et puis, je crois que c'est le plus beau slogan qui soit, parce que c'est ce dont on a besoin. Les enfants, arrêtons de nous chamailler, arrêtons de... Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Non, nous restons dans l'avion, on fabrique les plus beaux avions du monde. Qu'est-ce qu'on fout en parachute en train chacun d'arriver à celui qui arrivera le premier en bas pour se casser la gueule? Oui. La société, un mot quand même sur un truc d'actualité. Olivier Duhamel, vous avez connu, on dit aujourd'hui, il y a une sorte de gauche caviar qui se protège. Et on voit cette affaire où il est accusé par sa belle-fille d'avoir violé son frère jumeau. Oui, qui écrit un livre. Moi, je l'ai connu comme ça sur les plateaux, etc. C'était jamais été, par bonheur, un de mes amis. J'aurais été obligé de le renier parce que ce qu'il a fait n'était pas inadmissible. C'est un crime absolu. Bon. Mais moi, je suis très proche de Bernard Kouchner. C'est mon ami de 40 ans. Donc, le papa de la victime. Qui, lui, évidemment, a été désespéré par cette affaire parce qu'il ne l'a appris qu'en 2011. Et je me souviens que le jour où il l'a appris, il est venu dîner à la maison. Il était pratiquement en pleurs. Et il m'a dit, moi, je suis complètement partagé parce que je veux le dire, je veux le dénoncer, mais mon fils ne veut pas. Et donc, je dois laisser mon fils décider parce que son fils avait 30 ans. À cette époque-là, il avait 2 enfants, il avait un boulot. Il a dit, moi,
ce salaud de beau-père m'a bousillé ma jeunesse, il ne va pas me bousiller ma vie, parce que si je raconte ça, je vais en prendre plein la gueule de tout le monde, parce qu'à l'époque, c'était les victimes qui étaient les scélérats. Heureusement que MeToo est arrivé. Et son fils lui a dit, le jour viendra où je le révélerai. Et c'est comme ça qu'est arrivé le livre. Et que les choses se sont... Et que la justice médiatique va remplacer la justice pénale. Oui. Parce que, heureusement, il y a punition, ce qui est la moindre des choses. Oui, oui, parce qu'il faut, on dit aujourd'hui, il y avait une sorte d'omerta. Vous avez eu le sentiment que quelque chose était caché? Non, il y avait une omerta sur cette espèce de phalanstère socialo... politique, économique, ou qui était une sorte de reste des hippies sur la Côte d'Azur. Moi, je n'ai jamais connu ça. Mais ça ne s'est su, ça a fuité après, mais pas sur lui. Ce qui a fuité, c'est qu'il y avait cette espèce d'intelligentsia un peu maléfique qui sur la Côte d'Azur, mais sur le fils, c'est quand il l'a révélé. Et ça a été très caché. Alors, par contre, Évelyne Pizier, la sœur d'Évelyne Pizier, elle l'a su. Marie-France Pizier, comédienne, grande comédienne, oui. L'a su, mais avec aussi le fils qui a exigé qu'elle n'en parle pas. Mais on pense qu'à un moment-là, ça a peut-être fuité. Mais par exemple, Bernard, lui, il est tombé des nues. Oui. Moi, j'étais là le soir, etc. Il était en pleurs avec Christine. Il est tombé des nues quand il a appris ça. Et il a dit, je vais lui casser la gueule, je vais partir. Et tout le monde l'a calmé en disant, tu es obligé de respecter la décision de ton fils. C'est lui qui décidera du moment où il faudra déclencher la punition. Oui. Et Marie-France Pizier, très mal vécue, qui est décédée, qu'on a retrouvée dans une piscine. Mais c'est un roman fou, horrible et catastrophique. Hein. Mais ça pose un vrai problème qui est MeToo. C'est là où MeToo est formidable, parce que MeToo a révélé ça. Et aujourd'hui, la victime reste la victime. Alors qu'à l'époque, on pardonnait tout au violeur. Aujourd'hui, on ne lui pardonne plus rien. Et donc, c'est bien que ça arrive aujourd'hui. Oui. Et c'est bien que finalement, il réussit à se reconstituer, à avoir une vie réussie. Je parle du fils. Avoir une vie réussie et d'avoir accepté. Dans le livre, j'ai lu les premières pages du livre, c'est un très beau livre qui remet bien les choses en place. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour cette sœur de raconter cette histoire sur son frère aujourd'hui. Le courage du père de ne pas avoir traversé la rue pour aller prévenir la police, parce que les gens disent, oui, le père s'est tué. Non, il ne s'est pas tué. Il a respecté la parole du fils. Et quand on a 30 ans, on décide de sa vie, c'est pas à son père à décider pour vous. Jacques Séguéla, l'environnement, c'est incroyable, parce que ce livre, c'est votre pavé dans la mare d'aujourd'hui. Vous dites au fond, bravo Greta Thunberg, bravo tout ça, mais il faut se battre, il faut créer des gestes barrières de protection pour la planète. C'est l'expression que vous employez. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, les grands gestes de protection, ils sont simples, il y en a deux. Il faut que la température ne monte pas plus d'1,5 degré. Mais c'est possible. Donc il faut réfrigérer le monde. Et par exemple, les Australiens ont des grandes souffleries dans la mer pour refroidir les océans. Parce que plus on refroidit les océans, et moins, évidemment, chauffe l'atmosphère. Le deuxième, c'est qu'il faut végéter les villes. Bon, ce que fait la mairesse de Paris, elle pourrait le faire mieux. Bon, moi, elle le fait, mais il y a des villes déjà comme Atlanta, aux États-Unis, qui étaient des villes complètement polluées, qui sont devenues des villes les plus vertes du monde, etc. Troisièmement, il faut changer, notre propre existence. C'est-à-dire qu'il faut manger moins de viande, parce que c'est la viande, c'est 80% de l'eau sert à nourriture le bétail qui sert à nous nourrir, et demain, il n'y aura plus d'eau. Dans 10 ans, il n'y a plus d'eau à Istanbul. Dans 10 ans, il n'y a plus d'eau à Londres. Ça va nous toucher directement. Il faut manger moins de poissons, sinon il n'y aura plus de poissons dans la mer. Il faut surtout trier les choses. Il faut absolument en finir avec le plastique. Vous savez que l'on ingère, que vous ingérez, vous, chaque semaine, une carte
bancaire de plastique. Parce que le plastique devient des petites bulles qui sont comme ça dans l'atmosphère, qu'on ingère. On en ingère encore plus maintenant avec les masques. Et finalement, ça finit par faire une carte bancaire par semaine, 52 cartes bancaires par an de plastique que l'on a ingéré. Mais Jacques Séguéla, on va vous dire, c'est le système capitaliste qui provoque aussi finalement cette pollution. Vous, le publicitaire, vous dites au fond les marques ont pris conscience de l'enjeu pour la planète. Et ce qui est formidable, c'est que la publicité aurait pu se braquer en disant finalement laissez-moi faire mon métier, etc. Pas du tout. Les marques ont compris déjà il y a une dizaine d'années. C'est un grand mouvement mondial qui s'appelle Better World, pour un monde meilleur, où elles s'engagent toutes pour justement protéger la planète et protéger, et chacune dans son combat. Et c'est le seul métier, la publicité, même s'il est attaqué, je suis désolé, c'est le seul métier qui consacre 10%, avec ses annonceurs, qui consacre 10% des investissements de communication à améliorer la planète. Et le livre est parti de ça. Moi, j'étais convoqué par un de mes clients à Londres qui m'a dit « J'arrive d'Istanbul ». Ton agence d'Istanbul s'est aperçue que 80% des ménagères turques rinçaient leur vaisselle avant de la mettre dans la machine à laver. Ils ont fait des études, ils se sont aperçus que ça ne servait à rien. Est-ce que tu peux me faire une campagne avec ça? Je suis précipité à Istanbul. Je dis, les enfants, c'est une campagne mondiale formidable. J'ai appelé le Geographical Magazine. Ils ont fait un dossier. Le dossier a été le plus vu sur les télévisions. Erdogan, je ne partage pas ses idées, mais a eu la bonne idée de faire diffuser le programme dans les écoles. Et ce sont les enfants qui ont transmis à leur mère la stupidité de rincer 2 fois leur vaisselle. Et aujourd'hui, 80% des ménagères sont en train de sauver l'avenir de la Turquie, car elle n'aura plus d'eau dans 10 ans si elle ne fait pas les efforts nécessaires. On voyait il y a quelques instants des images d'arbres derrière vous. C'est Mitterrand qui vous a donné l'amour des arbres. Vous le dites dans ce livre, hein, Jacques Séguéla. Oui, il aimait les arbres, il les connaissait par cœur, il les caressait. Chaque fois que j'allais travailler avec lui dans le sud ou ailleurs, à 7 heures, ou à 5 heures ou 7 heures, ça dépendait, c'était la marche dans les bois. Il marchait à une vitesse incroyable. Alors qu'il était déjà très fatigué, atteint de son cancer, et les arbres lui redonnaient vie. Et il allait d'un arbre à l'autre et il m'apprenait les arbres. Et donc, il m'a un peu appris la vie en m'apprenant les arbres. Oui, le futur a la couleur d'un regard grand ouvert. Vous citez Picasso. Absolument. Hein? Et tellement vrai, parce que le livre commence sur une citation de Camus. On ne change pas le monde, on le répare. Et il faut bien comprendre que le monde d'après, ce sera le meilleur du monde d'avant qu'il faut garder, et pour l'amener à la semelle de nos souliers et aller vers le monde d'après. C'est pour ça que ce livre, c'est avant tout un livre pour la soft écologie. Parce que si on laisse l'écologie uniquement aux politiques, ils vont tuer l'écologie parce qu'ils vont la politiser. Et qui dit politique dit droite, gauche, inversion, bagarre, etc. C'est au contraire le monde entier, le monde uni, qui doit s'associer pour faire une écologie positive et une écologie heureuse. Et elle est tout à fait possible, elle est en marche. Merci Jacques Séguéla. C'est publié dans une collection qui porte un joli titre, Coup de cœur. Hein, Jacques Séguéla, ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo, elles me croient publicitaire. Merci Jacques Séguéla d'avoir été notre invité aujourd'hui.